Emmanuel Constantin, Charles de Gévigné, bonjour. 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 Alors, un petit portrait tout d'abord de chacun. Charles de Gévigné, vous avez 56 ans, vous habitez dans le canton de Châteauneuf-sur-Loire, vous avez adhéré au Front National en 2013 et vous êtes aujourd'hui donc le secrétaire départemental du parti de Marine Le Pen. Vous êtes aussi conseiller régional FN depuis 2015, vous venez du monde rural et vous travaillez depuis toujours dans les métiers de l'environnement, notamment la gestion forestière et la conservation de la biodiversité. Vous êtes également candidat aux législatives dans la 3e circonscription du Loiret. Emmanuel Constantin, quant à vous, vous habitez à Orléans et à 26 ans, vous êtes déjà haut fonctionnaire puisque vous êtes conseiller du préfet du centre Val-de-Loire et responsable du service de la directe chargée des entreprises et de l'industrie. Votre engagement auprès d'Emmanuel Macron vous a d'ailleurs contraint à vous mettre en disponibilité en février dernier. Diplômé de Polytechnique et du Corps des Mines, vous êtes passionné de philo-politique et vous espérez être investi dans le Loiret pour les législatives dans la 2e circonscription. Christian Bidot, une première question à nos invités. Bonjour Sophie. Je vais repréciser à nos invités qu'il soit court, environ 2 minutes par réponse, et vous pouvez vous couper, mais essayez de ne pas parler l'un sur l'autre, comme on l'a vu dans un débat récent. Alors justement, quelle est votre réaction à propos de ce débat ? Dans les élections présidentielles précédentes, les commentateurs disaient que ces débats finalement n'avaient pas grande influence sur le vote final au second tour. Est-ce que cette fois-ci, ça va changer, dans la mesure où il y a eu un débat très animé, pour ne pas dire virulent, avec une certaine agressivité de la part de la candidate Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous ? Quelles seront les conséquences de ce débat, Charles de Gévigné ? Les conséquences sur le vote, je ne les connais pas. Ce débat qui laisse un goût très 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 amer à tout le monde, je crois, qui laisse un goût amer, et la transposition de la violence qu'il y a maintenant dans le débat public et dans la société, et je pense que tout le monde ne peut que le regretter. La violence, elle a été dans cette campagne comme elle est un peu partout. Elle n'est pas exclusive dans un seul camp, c'est-à-dire que nous aussi, nous aimerions pouvoir parler de la culture française sans être traité de fasciste, de parler de souverainisme sans être traité de ringard, de pouvoir parler de souffrance sociale sans systématiquement que des propos soient récupérés, etc. La violence, elle est dans tous les camps, et très objectivement, en tant que citoyen, moi je pense qu'il faut absolument baisser de 10 crans, il faut arrêter cette violence. On a quand même eu l'impression que Marine Le Pen cherchait surtout à démonter son candidat, son adversaire, plutôt qu'à exposer son programme. C'est pas votre sentiment ? Je souhaite que l'on expose mieux notre programme. C'est ce que vous allez faire. Emmanuel Constantin, quelle est votre réaction sur ce débat ? Est-ce que votre candidat a gagné le débat, disons les choses directement ? Je pense qu'il y a des grands perdants du débat, et ce sont les Français. Et là, je rejoindrai Charles de Gévigné. C'est un débat qui a été très peu constructif, qui n'a pas permis ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire une clarification des enjeux. Beaucoup de très grands enjeux pour la France des 5 et même des 10 ans et des décennies à venir n'ont pas été abordés. Et on en parlera peut-être, de l'écologie, du numérique. Donc c'est assez triste. De la culture. Là où en revanche j'aurais un point de désaccord, c'est que je pense quand même qu'il y a une responsabilité de Marine Le Pen dans ce qui s'est passé mercredi, qui a fait perdre à la France une occasion de vivre le débat démocratique et politique dans une campagne, et là il faut le reconnaître, qui a été très superficielle car très violente, où on a peu parlé de fond. Mais là, Marine Le Pen a, je dirais, à fond joué le jeu de cette virulence superficielle assez déplorable. Sans s'étendre encore une fois sur ce débat, comment se fait-il que Marine Le Pen a eu cette attitude ? Est-ce qu'elle s'adressait au futur président de la République ? Est-ce qu'elle était battue d'avance, Charles de Gévigné ? Je ne sais pas, il faut interroger directement la candidate. Mais c'est vrai qu'elle semble avoir perdu sa stature de présidentiable avec cette attitude. Ce sont les Français qui décideront. Emmanuel Constantin ? En tout cas, ce que moi je peux dire pour Emmanuel Macron, c'est que cette stature-là, il l'a conservée, et je crois qu'il a fait preuve de beaucoup de dignité, de calme et de sérénité, et ça, tout le monde lui reconnaîtra dans un débat qui a été assez pénible. Il a été surpris au début quand même, et il était un peu désarçonné, et on l'a senti. Oui, un peu désarçonné, c'est le mot. Je crois que ça a été de très courte durée, et d'une certaine manière, ça peut nous rassurer sur l'attitude qu'il saura avoir, ou qu'il aura à avoir s'il est président, vis-à-vis de grands chefs d'État étrangers, parfois peu commodes et assez imprévisibles.
Alors, on va passer au thème de campagne et on va revenir d'un mot sur les résultats justement du premier tour de la présidentielle dans le Loiret qui a vu Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans un mouchoir de poche. Oui, ce qui n'est pas un résultat, j'allais dire, ordinaire, puisque d'ordinaire, la droite est quand même très majoritaire dans le Loiret. Donc là, ils se tiennent à 150 voix près, à peu près. 56. Par contre, ce qu'on voit, mais ce qui n'est pas original non plus, puisque c'est sur toute la France, on voit une différence fondamentale entre les zones rurales et les villes, puisque dans les zones rurales, le Front National arrive largement en tête. Bon, je citerai un ou deux exemples. À Patay, Marine Le Pen fait 30,9%, à Bussy-le-Roi 42,9%, et à Orléans, Emmanuel 12%. Macron est devant. Et elle ne fait que 12%. Comment vous analysez cette fracture dans notre département en particulier, Charles de Gévigné? Cette analyse, les uns et les autres sommes tous d'accord. Voilà, c'est un constat, c'est même plus une analyse, aujourd'hui c'est un constat, donc tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, il va falloir répondre à cette problématique. Et le problème, c'est que les politiques qui ont été menées en France depuis 40 ans, manifestement, ne répondent pas, puisque le problème ne fait que s'aggraver. Je crois objectivement que l'esprit général du programme que porte M. Macron n'ira pas du tout dans le sens de l'atténuation de cette cassure très profonde qu'il y a. Il y a beaucoup d'exemples, mais l'exemple, c'est vraiment l'esprit, c'est même pas une critique contre les idées elles-mêmes. Par exemple, le fait de défendre à fond la logique de la création des métropoles va exactement dans le sens de l'appauvrissement des zones rurales vers un enrichissement permanent économique, culturel des zones urbaines. Alors Emmanuel Constantin, ce sont les bobos qui votent Macron dans les villes et puis les autres qui votent Le Pen, c'est ça? Non, je crois qu'il y a effectivement un constat électoral, mais que j'aimerais nuancer, parce qu'on dit souvent il y a deux France. Nous, notre espoir, une France coupée en deux et qu'on espère réconcilier. Et là où j'aimerais nuancer, c'est que vous avez cité Patay et dans beaucoup de villes rurales du Loiret, les scores d'Emmanuel Macron sont assez honorables. Ils sont très souvent au-dessus de 15%, très souvent au-dessus de 18%. Et pour nous, c'est un signe, c'est déjà le signe qu'on est allé faire un premier travail de conviction, parce que les scores qu'on obtient dans le Loiret, c'est aussi le travail d'un mouvement qui a essayé d'aller partout, s'intéresser à tout le monde. Et c'est aussi le signe que l'espoir existe, que la graine est plantée et qu'on peut essayer de faire ce qu'on a commencé, c'est-à-dire redonner confiance et espoir à la France. Alors forcément, les urbains qui réussissent un peu mieux, pour lesquels le cours du monde est moins difficile, ils sont plus réceptifs, immédiatement réceptifs à ce message qu'on porte. Mais je crois que c'est plus un travail de longue haleine. Et là, j'aimerais revenir. Je crois qu'on ne cherche pas à opposer ceux qui réussissent et dans la mondialisation, dans les métropoles, et ceux qui sont les laissés pour compte. Au contraire, on veut les réunir. Et c'est pas en disant, en tapant sur ceux qui réussissent, qu'on fera mieux réussir ceux qui souffrent. Et on les entend beaucoup. Et dans notre projet, s'il y a des choses effectivement pour laisser leur place à la dynamique de certaines métropoles, il y a aussi beaucoup de choses qui s'adressent au monde rural, en ce qui concerne la santé, l'aménagement aussi, avec vraiment des changements de politique drastiques vis-à-vis de ce qu'on a connu dans les 30 dernières années. Alors justement, Charles de Gévigné, comment on fait pour réduire cette fracture dans les zones rurales? Est-ce qu'il faut plus de services publics, plus des maisons médicales notamment? Est-ce que ça suffit? Et est-ce que c'est l'État qui doit organiser ça, les régions? Bien entendu, les Français, je pense, attendent de la protection, donc attendent un État stratège qui est porté dans le programme de Marine Le Pen. Et vous avez cité deux points qui sont dans les plus importants et les plus fondamentaux. Que vous soyez des jeunes gens qui veulent faire leur carrière à la campagne, ou que vous soyez des jeunes parents qui élèvent leurs enfants, ou que vous soyez des gens âgés qui entendent vieillir dans leur maison rurale, vous avez besoin de deux choses. C'est du maintien des services publics, des services de proximité, et vous avez besoin de soins. Vous avez besoin voilà. Et donc, il faut absolument développer les maisons de santé. Alors, sans s'étendre sur le côté institutionnel, parce que ça n'intéresse pas forcément nos auditeurs, mais quand même, Marine Le Pen dit qu'il faut supprimer les régions et les intercos. Donc il n'y aurait plus que les villes, et puis l'État, c'est tout, puisque vous sortez de l'Europe. Mais c'est une philosophie générale, c'est-à-dire que Marine Le Pen considère, et moi je pense absolument qu'elle a raison, j'adhère à cette idée, que la construction du millefeuille administratif tel qu'il a été fait depuis 30-40 ans, depuis l'évolution de la politique européenne et de l'imprégnation de l'Europe sur les politiques nationales, ce millefeuille a éloigné notamment les services publics et toutes les politiques publiques
des citoyens. Et on le voit par une chose très simple, c'est que moi, en tant que conseiller régional, je vois actuellement se créer des espèces de comités ad hoc, comme ça, qui vont parler dans les communes pour reparler aux citoyens, parce que la région est un échelon beaucoup trop éloigné des citoyens. Si on veut résumer, c'est souveraineté contre libéralisme, Emmanuel Constantin ? Je crois que c'est un peu trop vite résumé. La souveraineté, nous, c'est une valeur qu'on porte très haut. Je crois qu'on peut opposer le souverainisme, qui est une vision, je pense, anachronique, un peu passéiste de ce qu'est la souveraineté, et une vision conquérante de la souveraineté. La souveraineté, c'est la capacité à faire. Et cette capacité à faire dans la mondialisation, dans le monde qui nous attend, face aux grandes entreprises du numérique, face à la Chine, aux États-Unis, face aux défis migratoires, une partie de cette capacité à agir, elle se joue en Europe. Et c'est l'Europe qui nous protégera, c'est une Europe forte qui fera une France forte. Et de même, je pense que la question territoriale, elle doit se repenser sous le signe de l'efficacité. Alors déjà, les grandes régions, c'est le général de Gaulle qui les avait pensées. Donc il faut bien voir que ça date déjà de premières visions plus anciennes. Mais surtout, la question de l'accès, elle est primordiale aux services publics, à la santé. Mais il faut avoir en tête la question de l'efficacité, d'où les maisons de santé, mais aussi les maisons de services publics, d'où la couverture numérique, l'aide au maintien à domicile pour les personnes dépendantes, le développement du numérique au plus près du terrain. Donc là, il y a de nouvelles manières de penser l'accès, et je crois que rester sur des solutions très vieilles finalement, et revenir à une carte napoléonienne de la France, je crois que c'est ignorer que le monde a changé. Il faut prendre acte qu'il a changé pour le conquérir. Pour vous répondre très brièvement, M. Constantin, ce que je crois, c'est sur le fond, c'est que là, ce que vous dites là, pas d'objection majeure, bien sûr que moi je peux adhérer à ce genre d'idée, mais le problème, c'est que depuis M. Giscard d'Estaing jusqu'à M. Hollande aujourd'hui, tous les présidents, les uns après les autres, dans leur campagne, ont promis aux Français qu'ils allaient mettre en place un programme sous la condition, bien entendu, qu'au préalable, ils allaient systématiquement modifier l'Europe. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et ça n'a jamais été fait. M. Macron n'aura pas les moyens non plus. Alors là, je peux peut-être donner un exemple rapide pour dire qu'on a un pouvoir en Europe, celui de l'acier chinois. Emmanuel Macron était ministre de l'Industrie. Les Chinois ont voulu inonder l'Europe d'un acier trop bon marché. Il a su taper du poing sur la table, il a su déclencher des réactions, y compris chez nos partenaires allemands, pour mieux contrôler, muscler notre politique commerciale européenne, muscler notre contrôle aussi des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Et donc ça, on peut le faire en Europe. Il y a vraiment une fenêtre d'opportunité très claire. Le contexte mondial le dit. L'Europe veut se renforcer face aux États-Unis, à la Russie. Et je crois qu'il ne faut pas désespérer. Sinon, c'est se condamner au repli et pour le coup à l'échec. On était sur l'Europe ensemble à l'instant. Continuons. On n'a pas tout à fait compris, Charles de Gévigné, quelle était finalement la stratégie de Marine Le Pen par rapport à la sortie de l'euro et à la sortie de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu tout ça, parce que c'était nébuleux dans le débat de l'autre soir. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le débat, d'une manière générale, était nébuleux. Si vous voulez, nos adversaires politiques ont peut-être un peu trop habilement essayé de lancer un rideau de fumée à partir du moment où, je comprends que ça puisse gêner, il y avait une alliance entre M. Nicolas Dupont-Aignan et son parti et le Front National et Marine Le Pen. Parce que sur le fond, on aura du mal à me faire croire et à faire croire aux Français que l'alliance de deux personnes qui pensent la même chose a donné autre chose dans les programmes. En réalité, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan sont tous les deux pour renégocier complètement les traités européens et sortir de l'Union européenne sous cette forme, et pour une monnaie nationale, une monnaie souveraine. Et donc l'alliance de ces deux personnes n'a pas de raison de donner un programme contraire. Ensuite, il y a un écran de fumée qui fait partie du jeu politique qui a été lancé, où on a essayé de lancer la confusion, que ça a en partie marché, mais c'est ça la raison de la confusion. Donc vous dites Marine Le Pen sort de l'euro. Mais Marine Le Pen a toujours dit qu'elle voulait retrouver une monnaie souveraine. C'est pas nouveau. Elle l'a toujours dit et elle le maintient. Ça fait peur aux Français quand même, ça. C'est possible, il faut l'expliquer. Emmanuel Constantin, c'est possible de sortir de l'euro comme ça en quelques mois, parce que là aussi, sur le délai, il y a un petit peu des choses bizarres qui ont été dites et redites du côté du Front National. Oui, mais enfin, quand on joue sur un délai de 6 mois ou de 10 mois, etc., ouais. Bon voilà, c'est la volonté de polémiquer.
Bon, je ne sais pas si la question c'est que ce soit possible, la question c'est est-ce que c'est opportun, et ça ne l'est pas. C'est-à-dire c'est dangereux, c'est ajouter de l'incertitude, du risque et probablement un choc économique négatif à la situation de la France qui n'est pas déjà forcément en très bon état. Donc je crois que la sortie de l'euro, et si ça fait peur aux Français, c'est à très juste titre. Quant à la confusion, moi en tout cas j'ai pas compris ce qu'ont dit les différents cadres du Front National sur les modalités, parce qu'il faut être très précis. Quand on prend des sujets aussi sérieux, aussi dangereux, aussi risqués pour l'économie du pays dans les décennies à venir, je crois que entre 6 et 8 mois il faut savoir faire la différence. C'est un sujet extrêmement technique. Donc là, je crois que Marine Le Pen a voulu reculer, essayer de dire que ça serait plus compliqué que ça. Ce qui est très simple, c'est que l'euro, il nous protège et qu'on a intérêt à y rester. Et c'est dans la zone euro qu'il faut muscler nos capacités de gestion économique. En revanche, on n'a pas très bien compris ce que voulait faire Emmanuel Macron avec l'Europe. Finalement, il va voir Mme Merkel, c'est ce qu'il va faire le premier jour dès qu'il est élu. Donc c'est Mme Merkel qui gouverne l'Europe, comme le dit Marine Le Pen. D'où l'expression de Marine Le Pen, oui. Non, absolument pas. Si vous prenez... ce qu'on veut, c'est une Europe de projet. C'est-à-dire, il y a des choses en Europe qui se gèrent à 27. Et c'est notamment la politique commerciale. Il y a des initiatives qui peuvent se faire de manière très resserrée, comme sur la politique de défense. Vis-à-vis des entreprises du numérique, c'est un enjeu qui concerne le marché commun. Pour la politique migratoire, c'est Schengen. À chaque fois, il faut des projets, il faut une idée, des idées fortes qui sont poussées. Alors là, on n'a pas le temps de les détailler, mais par exemple, sur les entreprises du numérique, c'est d'aller instaurer une taxation sur le chiffre d'affaires réalisé en Europe. Ça, c'est des projets qui sont relativement consensuels, et effectivement, si on obtient l'accord de l'Allemagne sur ces sujets-là, on peut vraiment avancer. Alors pour aller discuter avec l'Allemagne, il faut mettre ces projets sur la table et commencer. Voilà, on a différents projets avec lesquels on peut s'allier, y compris sur le plan climatique, c'est important. Le prix plancher du carbone, c'est quelque chose qu'on porte très fortement, et la position de l'Allemagne est en train d'évoluer. Alors, pour être crédible, pour que l'Allemagne nous dise « Allez, on y va avec la France », il faut qu'elle ait confiance en nous. Et ça implique la transformation du pays que nous, on propose. Du concret. Les travailleurs détachés, vous réformez cette mesure, cette directive, et vous, qu'est-ce que vous faites? On entendait hier un responsable européen qui disait qu'il n'est pas possible de revenir comme ça sur la directive travailleurs détachés. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais si vous restez dans l'Union européenne, rien n'est possible. C'est la raison profonde pour laquelle Marine Le Pen veut renégocier tous ces traités. C'est évident que si vous dites on reste dans ces traités, on reste dans ce schéma, rien ne sera possible puisque l'Europe nous empêche tout. C'est précisément la raison de fond pour laquelle Marine Le Pen veut renégocier et sortir de l'Union européenne sous cette forme. Déjà, il faut bien voir que le problème des travailleurs détachés, c'est avant tout un problème de fraude. Et ça veut dire contrôler. Contrôler encore plus. Alors, c'est un enjeu qui a déjà été identifié en cours de mandat, c'est à titre professionnel, par le ministère du Travail. Il faut y aller encore plus fort. Et tous les gens qui sont sur les chantiers vous le diront. Il y a des dépassements d'horaires, il y a des gens qui vous font croire qu'ils sont au SMIC horaire, mais qui ne le sont pas du tout. Il y a les règles du Code du travail ne sont pas respectées. Il est là le problème. Le vrai problème est là. Alors ensuite, sur la question plus générale de l'harmonisation, oui, il faut pousser pour avoir des règles plus équitables. Mais n'oublions pas qu'il y a plus de 120 000 Français qui travaillent à l'étranger et dont on est bien content, et dont ils sont bien contents de pouvoir bénéficier de la sécurité sociale française parce qu'ils cotisent en France. Et puis n'oublions pas, parce qu'on fait souvent de faux procès, que les cotisations sociales en France ne sont pas nettement plus élevées que dans les autres pays, et que ça n'est pas là que se joue la concurrence déloyale. Elle se joue dans la fraude et dans la triche. Et donc il faut contrôler. Après le travail, la retraite, Marine Le Pen a dit à 60 ans, mais pas dans les 2 mois comme elle l'a dit au départ. Emmanuel Macron dit à 62 ans, c'est 62 ans dans un premier temps et plus tard ensuite. Si vous pouviez préciser rapidement l'un et l'autre. Attention, c'est 60 ans avec 40 annuités. Oui. D'accord. Donc ça change tout, parce que j'entendais l'autre jour, il y a une grosse différence entre un maçon et quelqu'un qui travaille derrière son ordinateur pendant toute sa carrière. Mais bien entendu. Elle le fait quand? Tout de suite ou... Oui, elle a dit qu'elle le faisait. Ça ne se fait pas non plus en un mois. Il faut le temps de faire les réformes. Elle l'a dit dans les 2 mois. Oui, dans les 2 mois. Elle a dit que oui, là, elle a lancé une politique très très forte. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous mettez 40 annuités, ça a un vrai sens. 40 annuités, oui, ça a un vrai sens. C'est parce que quelqu'un qui a fait des études jusqu'à 24, 25, 26 ans prendra sa retraite plus tard, et que quelqu'un qui a eu un travail qui commence à 17 ou 18 ans et qui a eu un travail de pénibilité. Emmanuel Constantin, 62 ans, dit Emmanuel Macron, ça peut être plus au cours du quinquennat? Non, alors il a très clairement dit qu'il ne toucherait pas aux paramètres actuels, mais je crois qu'il faut avoir une vue beaucoup plus ambitieuse concernant les retraites.
Depuis 30 ans, on a bricolé. Et moi, j'ai 26 ans, et je peux vous le dire, je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangé. Et toute ma génération, on est dans la même situation. La nôtre aussi, je vois. Et donc, plutôt que de bricoler avec plus d'une trentaine de régimes différents qui fonctionnent selon des règles de cotisation, de taux de remplacement, de salaire de référence qui sont différentes, qui rendent la chose illisible, et notamment pour les gens qui on cotise à plusieurs régimes, et ça va se multiplier parce que la société, elle est mobile, on change d'entreprise, on change de secteur. On met les fonctionnaires au même niveau, c'est-à-dire les meilleures années. On crée un système, et c'est un chantier qui prendra plusieurs années, et même qui dépassera probablement l'horizon du quinquennat. On met sur pied un système, enfin un système unique, un régime unique, où quand on met 1 euro, on a les mêmes droits, le même nombre de points. Une fois qu'on aura ce système juste, équitable, lisible pour tout le monde, pour que chacun puisse en temps réel connaître ses droits, savoir à quoi il aura droit, là on pourra se reposer la question des équilibres financiers de manière fine, apaisé et pas bricolé, et donc mettre tout le monde dans la rue de manière assez absurde et crispée. Alors, un mot d'écologie avant de parler des législatives, Christian ? Oui, on ne s'est pas aperçu que l'écologie était au programme des candidats. Concrètement, en quelques mots, quels sont les points forts du programme de Mme Le Pen en matière d'écologie ? Évidemment, le temps ne nous le permet pas, mais oui. Par rapport à la fiscalité, il faut savoir qu'en écologie, il y a un point qui est extrêmement important. On ne parle toujours que des problèmes climatiques, mais il y a un point qui est tout aussi important, et qui en découle d'ailleurs, c'est la conservation de la biodiversité. La conservation de la biodiversité est à la base de tout, d'accord, y compris du climat. Et la biodiversité se conserve très essentiellement sur les zones, bien entendu, les zones sauvages et les zones agricoles. L'agriculture représente une part importante du territoire, chez nous comme ailleurs. Et donc, c'est à travers les politiques agricoles qu'il faut également prendre en compte d'une manière tout à fait urgente la conservation des sols, puisque c'est dans les sols que la biodiversité se conserve. Et ça, il faut faire très attention. Les gouvernements précédents n'y ont pas fait attention. Pourquoi on ne parle pas plus d'écologie dans cette campagne ? Je le regrette profondément. On en a parlé dans la campagne, Marine Le Pen a parlé. Le débat n'a pas permis, ni pour aucun des candidats, n'a pas permis de mettre sur la table ces sujets-là, et on ne peut que le regretter. Emmanuel Constantin, vous êtes un homme des villes, mais vous pensez à l'écologie quand même ? Oui, beaucoup. Je crois que c'est une cause qui tient à cœur à beaucoup de Français, et j'allais dire encore plus aux jeunes générations, parce que c'est un enjeu d'avenir. On va vivre dans un monde écologiquement plus hostile parce que l'activité humaine n'est pas assez bien régulée. Donc il faut y penser, et il faut envisager les moyens de faire mieux. Voilà, on va passer aux législatives puisque ce débat touche à sa fin. Si vous le permettez, j'aimerais dire un mot du fond. Alors, allez-y. Et moi, j'aimerais parler au cœur des auditeurs qui nous écoutent. Très simplement, en tant que citoyen, ce que je pense, c'est que le programme de M. Macron est un programme indépendamment de la valeur des personnes. Moi, je ne doute pas un seul instant de la sincérité ni de mon contradicteur à cette table, ni même de celle de M. Macron. Indépendamment de la valeur des personnes, il y a dans ce programme un goût de brutalité, dans le sens où, encore une fois, c'est une minorité d'élite qui va mettre la patte humaine à disposition de l'économie. C'est ça, moi, ce que je pense du programme de M. Macron. Et je crois que le programme de Marine Le Pen, on apprécie ou on n'apprécie pas la personne qui le porte, c'est pas ça le sujet. Mais la veine du programme de Mme Le Pen, c'est d'être un programme humaniste, dans le sens, je vais vous donner 2 exemples simples. Le premier, c'est M. Macron ne prévoit pas de faire, par exemple, de la proportionnelle. Marine Le Pen le prévoit parce que le 8 mai, quel que soit le candidat qui sorte des urnes, qu'est-ce que deviennent les 20 millions de personnes, les électeurs de M. Mélenchon, les électeurs de Marine Le Pen ou les électeurs de M. Macron, qui d'un seul coup se retrouvent du jour au lendemain avec la porte claquée au nez, on leur dit maintenant vous allez attendre 5 ans avant de vous exprimer. Marine Le Pen prévoit la proportionnelle pour que les Français arrêtent d'être frustrés et puissent être représentés dans les instances nationales. Il nous reste une minute, je suis désolée. Je corrige très brièvement. Oui. Sur la proportionnelle, on propose une dose de proportionnelle. Et vous proposez aussi de réduire le nombre de députés tous les deux, d'ailleurs. Oui. Enfin, de parlementaires aussi. Oui. Voilà. Et vous souhaitez vous présenter tous les deux très rapidement aux législatives. Charles Devigné dans la... Oui, moi je suis candidat sur la troisième circonscription. Et vous sur la seconde ? Alors moi j'espère être investi effectivement sur la 2e circonscription, mais on attend les investitures officielles. D'après les résultats du premier tour, vous pouvez effectivement gagner le siège de Claude de Ganay ? Je l'espère, je l'espère. Moi, mon combat et mon discours en direction des gens sera celui de la défense des services publics dans les zones rurales.
vous, Emmanuel Constantin, il va y avoir des candidats du Parti Socialiste représentant le Parti Socialiste et les Verts sur la 2e circonscription et un candidat d'En Marche. Ça, j'en sais rien, c'est au Parti Socialiste de décider. En revanche, en face, il y a quelqu'un qui est là depuis 3 mandats et je crois qu'il est temps de porter le renouveau. Eh bien, merci pour ce débat qui a été courtois et fair-play comme nous le souhaitions. C'est la fin de cet Agora, donc merci beaucoup Emmanuel Constantin et Charles de Gévigné.